Vous regardez New York Info, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour décryptage. Une rencontre internationale tenue à Genève en Suisse a rassemblé des États africains et caribéens afin de réclamer la mise en place d'un cadre juridique contraignant pour la réparation et la reconnaissance des injustices liées à l'esclavage, à la colonisation et aux inégalités structurelles qui en découlent. Cette initiative émane de la République togolaise avec le soutien des missions permanentes de l'Afrique du Sud, du Ghana, de la communauté des Caraïbes et de l'Union africaine. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Aller vers une justice mondiale pour les séquelles de l'esclavage, de la colonisation. Comment appréciez-vous ce combat porté par le Togo au nom de l'Afrique? C'est un combat qu'il faut porter pour plusieurs raisons. La première raison est liée à l'histoire. On dénonce dans le monde beaucoup de génocides qui se sont déroulés. On dénonce dans le monde beaucoup d'injustices qui se sont déroulées. Mais il n'y a pas dans le monde un événement aussi dégradant que l'esclavage où on a transféré autant de personnes par la force de leur pays et jusqu'à présent, vous avez des pays européens, quand vous leur demandez de reconnaître que cela est un crime contre l'humanité, les gens refusent. On essaye de trouver d'autres formulations pour faire passer, parce que c'est vrai que ce n'est pas eux directement les auteurs, mais ce sont leurs ancêtres les auteurs. Et donc en Afrique, on parle également de déportation forcée. Mais tout à fait. Cela est juste. On n'avait pas demandé l'avis des gens avant de les prendre. Il y a même pire, parce que quand on parle de l'esclavage, il y a deux choses. Quand les Portugais sont arrivés les premiers, ils ont essayé eux-mêmes d'attraper des gens pour amener. Après, ils se sont rendus compte que c'était compliqué de rentrer à l'intérieur. Il fallait trouver des gens qui amènent des esclaves pour qu'ils puissent acheter, etc. Mais ces personnes ont fait quoi pour qu'on puisse les déporter par la force? Mais il faut qu'on rétablisse cette histoire. Mais la colonisation, l'esclavage, la colonisation, le pillage des ressources africaines, le pillage également de la force de travail des Africains. Quand je dis force de travail des Africains, sur place ici, il y avait les travaux forcés, où des gens ont travaillé, ils n'ont pas été payés et ils ont été fouettés. Mais ces Africains qu'on a amenés en Europe, aux États-Unis, parce que ce n'est pas aux États-Unis seulement, en Amérique du Sud également, au Brésil, etc., en plus du fait qu'on les a déportés, mais c'est eux qui ont produit les bases de l'économie de ces pays. Comment on doit appeler ça? On parle aujourd'hui de traite humaine. Juste, vous prenez quelqu'un à la maison, vous le faites travailler de façon excessive, on dit c'est de la traite humaine. Mais ça s'appelle comment alors? Mais il faudrait, dans la relecture de l'histoire, parce que c'est extrêmement important, qu'on revienne sur cet aspect et qu'on remette les choses à leur place. Les Européens ont fait preuve de barbarie sur le continent africain, aussi bien avec la traite des esclaves qu'avec la colonisation. Mais ça, il faut que ça revienne dans les documents d'histoire et qu'on ne l'enseigne pas seulement aux Africains, qu'on l'enseigne également aux Occidentaux, qu'ils assument leurs responsabilités dans cette histoire. Et le Togo est à l'origine de cette initiative de Genève soutenue par d'autres États africains et caribéens. Mais quelle est la portée politique de ce leadership africain dans le débat sur les réparations? Sur les réparations, il faut dire que les Africains ne parlent pas le même langage. Le débat est là depuis fort longtemps. Moi, je me rappelle d'une rencontre qui avait lieu à Johannesburg, en Afrique du Sud, quand Maître Wade était président du Sénégal. Les points de vue ne sont pas exactement les mêmes. Sur les faits, tout le monde est d'accord. L'Afrique a été sacrifiée, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Vous avez d'autres qui ne restent pas dans la perspective historique seulement, mais qui font de la prospective également, en disant on ne peut pas être là à dire on nous a fait ceci, on nous a fait cela. Parce que quand même la colonisation est finie depuis, la traite des nègres est finie depuis. Qu'est-ce que nous avons fait pendant cette période? Comment expliquer cela, cette appréciation qui varie d'un pays à un autre sur le continent? En fait, ça dépend de l'angle à partir duquel on prend le problème. Il y en a qui disent on ne peut pas rester là à nous plaindre d'eux. Ce qu'on doit faire, et c'est la priorité, nous devons nous occuper nous-mêmes de notre développement. La priorité, ce n'est pas d'aller réclamer des réparations. Mais ils disent également qu'on fasse attention. Est-ce que dans nos pays, les injustices qui étaient faites par les colons, est-ce que ces injustices ne sont pas en train d'être aujourd'hui
commises au niveau de nos pays, non plus par des colons, mais par nos propres concitoyens. Sous d'autres formes. En termes d'exploitation de l'être humain, en termes d'exploitation des ressources qui appartiennent à tout le monde et qu'on exploite et qu'une petite minorité profite de ces ressources-là. Donc c'est pourquoi je dis que ça dépend de la perspective. Ceux qui prennent cette perspective disent, mais attendez, faisons ce qu'on doit faire pour développer le continent africain. Ce n'est pas la priorité d'aller réclamer des réparations. Bon, d'autres y ajoutent des éléments supplémentaires. Ceux que nous avons en face, s'ils ont profité de cela, s'ils sont les descendants de ceux qui l'ont fait, mais quand on veut faire du droit en termes d'imputabilité, est-ce qu'on peut les considérer comme responsables de ce que leur grand-père avait fait? Donc c'est pourquoi j'ai dit ça dépend de quel angle tu prends. Mais dans tous les cas, une la injustice a été commise. Indiscutablement. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire le contraire. Même quand vous regardez ceux qui ont commis l'injustice, c'est vrai, ils savent utiliser les mots pour essayer de ne pas dire les choses comme elles sont, mais ça dépasse de l'injustice parce que c'est des millions de personnes qu'on a déplacées. Parmi ces millions de personnes, vous avez des personnes qui sont décédées en cours de route, qui ne sont même pas arrivées, qu'on a jetées à la mer. Même on parle de réparation. Pour bien réparer, il faut pouvoir estimer le préjudice. Combien d'hommes ont été pris et amenés à l'esclavage? Est-ce qu'aujourd'hui on dispose d'éléments qui pourront permettre justement à faire ce bilan, ce recensement? On n'a pas suffisamment d'éléments, mais il y a un travail d'estimation qui est fait pour essayer de donner un chiffre. Mais regardez ce que ça représente. Toutes les richesses qui ont été pillées en Afrique, y compris les richesses culturelles dont on parle aujourd'hui du retour, ça peut rentrer dans ce cadre-là, puisque une bonne partie de ces biens ont été arrachés ou bien volés. Des pays comme le Bénin, le Sénégal ont réclamé le retour d'objets historiques. Tout à fait, ça rentre toujours dans ce cadre-là. Ici, la différence, c'est que ces objets sont encore là. On peut dire rendez-les. Mais ces personnes qu'on a amenées là-bas, qui ont travaillé, qui sont décédées, dont les enfants ont travaillé, les petits-enfants ont travaillé, tous ces gens-là sont décédés. Quand il faut évaluer, ça représente combien? Mais il y a autre chose qu'on ne peut pas évaluer. Le préjudice moral. Comment on va l'estimer en francs CFA ou en euros? Quand je dis le préjudice moral, celui qu'on a arraché de sa famille ici, mais là-bas également, cette dame qu'on a pris comme esclave, qui a fait un enfant, à un certain moment, on a pris son enfant encore à les vendre, mais on ne peut pas estimer ce préjudice-là. C'est pourquoi quand on parle de réparation, je ne sais pas qui va faire les calculs. En tout cas, ils n'ont qu'à s'apprêter. Je me demande est-ce que les calculettes suffiront pour pouvoir montrer comment effectivement un tort incommensurable a été commis sur les Africains qui sont sur le continent, mais sur les Africains également, on a envoyé en Europe, aux Antilles, en Amérique, etc. Parce que c'est d'ici qu'ils sont partis et l'exploitation a continué là-bas, comme l'exploitation continuait sur le continent africain. Et les participants à la rencontre de Genève ont réclamé la mise en place d'un cadre juridique contraignant. Concrètement, que signifie cette exigence sur le plan du droit international? En fait, on peut aller dans le sens, c'est le jeu de mots de ceux qui risquent de payer les réparations, c'est cela. Éviter de reconnaître le tort. Puisque quand on reconnaît un tort, la conséquence, elle est très simple. Je sors, je caillasse ta voiture. Je me dis, mais Diouf, je ne savais pas que tu étais capable d'un énervement jusqu'à ce point-là. Comme tu es très gentil, tu me donnes juste ta clé en me disant, puisque tu as tout cassé, il n'y a pas de souci, voilà la clé. Il faut juste me ramener la voiture, quoi. Pour le reste, je pardonne. C'est le minimum. C'est le minimum. Et comme j'ai dit, ce qu'on demande, ça ne sera même pas le minimum parce qu'on ne pourra pas estimer ce préjudice-là. C'est ça la vérité. Parce qu'on peut aller dans l'extrapolation en allant beaucoup plus loin. Ces Africains qu'on a pris et qu'on a amenés, est-ce que ce n'est pas eux qui devaient porter le développement du continent africain? Si on raisonne en sens inverse, si cela était resté sur le continent africain, est-ce qu'on en serait là où nous en sommes aujourd'hui? Mais quand on va évaluer tout ça, vous voyez tout ce que cela va pouvoir représenter. Donc, ils font tout sur les jeux de mots pour éviter la responsabilité, pour fuir la réparation. Mais il y a des cas qui sont là. Après la Shoah avec les Juifs, mais on est allé dans le sens de dire qu'il faut restituer les biens, il faut condamner des gens, il faut réparer. Mais on peut faire exactement
la même chose. Maintenant, quelle force nous allons avoir? Mais surtout, quelle forme pourraient prendre ces réparations, compensation financière, programme de développement, annulation des dettes, transfert de technologie, si on se réfère aujourd'hui aux besoins contextualisés. Mais comment cette reconnaissance officielle peut être prise en compte? Mais cela peut prendre toutes ses formes. La dette est en train aujourd'hui d'étouffer une bonne partie de nos pays. Une dette qui est déjà une autre forme d'exploitation, parce que souvent on a déjà payé la dette, mais entre échelonnement, rééchelonnement, taxes, je ne sais pas quoi et quoi, finalement vous payez et ça, vous ne finissez pas de payer. Vous avez des présidents qui ont fait des prêts, qui ont quitté les pays depuis longtemps, qui ont même quitté ce monde. Nous, on continue à payer des dettes qu'on a eu à contracter, on n'était même pas nés, on ne savait même pas qu'il y avait eu une dette. Mais on peut revenir sur cet aspect, parce que ce n'est déjà pas juste, ce n'est pas équitable, mais ça peut être des palliatifs, si je peux l'appeler ainsi. Pour dire, il sera peut-être compliqué de dire payer telle somme et qu'on dise que telle banque va virer telle somme. Qu'on le fasse sous cette forme. Parce que quand on dira la compensation également, il y a un autre débat qui avait été soulevé en Afrique du Sud, quelle va être la clé de répartition entre les pays africains. Puisque les pays n'ont pas subi l'esclavage de la même façon. Il y en a qui avaient dit non, il ne s'agit pas d'aller récompenser personne par personne, d'aller faire un recensement des familles, mais de voir comment résoudre des problèmes du continent de façon globale. En ce moment, effectivement, la question de transfert de technologie, la question de la dette, etc., peuvent être intégrés dans cette question des réparations. L'esclavage et la colonisation ont déjà fait l'objet de reconnaissance morale ou symbolique dans plusieurs pays, vous le rappelez, mais pourquoi aujourd'hui un nouvel appel met-il l'accent, selon vous, sur une obligation juridique plutôt que peut-être sur la mémoire seule? Mais le devoir de vérité, le devoir de mémoire, il est important. Mais quand on se contente de cela, ça ne suffira pas. Parce que, indiscutablement, des gens ont bel et bien pris des Africains et amené. Contre leur gré, tout à fait. La plupart. Le fait, il est là, il est incontestable. Des gens sont venus piller les richesses du continent africain. Les gens sont venus casser les formes d'organisation qui étaient là sous forme de royaume, etc. Les gens ont même exilé nos chefs pour les empêcher de résister à la colonisation, etc. L'exemple du roi Béanzin, Dahomey. Tout à fait. En fait, c'est pour dire que nier le fait, ce n'est pas possible. Puisque ça, c'est des faits historiques, on ne peut pas les remettre en cause. Il a été exilé, on sait où on l'a amené, on connaît la date, etc. Maintenant, il faut qu'on aille dans le sens de ne pas se contenter de ce devoir de vérité, de ce devoir de mémoire. Parce que quand on le fait, ça va être très simple, on risque d'organiser une cérémonie, de s'entendre pour aller dans un pays africain, mettre un monument, etc. Et puis ça s'arrête là-bas. Pour moi, c'est trop facile. C'est pourquoi eux, ils évitent le côté juridique. Ils évitent le côté contraignant. Parce qu'en ce moment, comme cette conférence essaie de le faire, s'il y a un organisme qui est mis en place, qui accepte l'aspect juridique, qui accepte l'aspect contraignant, on va vers ce qui pourrait être un jugement pour dire qui est coupable et sur la base de qui est coupable, qui va réparer. Cela dit, il faudrait encore identifier l'instrument international existant qui pourrait donc servir de base de cette demande. Non, pour moi, l'Organisation des Nations Unies aurait été la meilleure structure pour le faire. À mon avis, on n'a pas besoin d'aller vers un procès typiquement juridique en bonne et due forme. Il faut que ceux qui ont transformé nos parents en esclaves reconnaissent qu'ils l'ont fait et que ce n'est pas normal. Et qu'ils reconnaissent que c'est un crime contre l'humanité, parce qu'on ne peut pas qualifier de crime contre l'humanité des faits qui sont 10 000 fois plus petits que l'esclavage et la colonisation, et refuser de le faire avec la colonisation. S'ils acceptaient simplement de reconnaître que c'est un crime contre l'humanité, déjà dans le droit international, quand on dit crime contre l'humanité, il y a un certain nombre d'éléments qui sont là. Il ne s'agit pas d'aller créer des éléments, il y a déjà un certain nombre d'éléments qui sont là. Et c'est pourquoi il faut qu'on fasse très attention, parce que le jeu de mots chez eux, c'est cela. Éviter la responsabilité directe, et en évitant la responsabilité directe, contourner la question des réparations si éventuellement on parle de réparations. Alors qu'au niveau des Nations Unies, on peut s'arrêter sur cette question. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité, il faut l'assumer. Et une rencontre, même d'un point de vue diplomatique, si les gens s'entendent, peut résoudre le problème sans qu'on passe par un tribunal. Maintenant, à défaut, quand on ne peut pas s'entendre,
Mais il faut bien sûr que le tribunal départage. Cette initiative du Togo s'inscrit dans un contexte global de remise en question des héritages coloniaux et raciaux, mais en quoi cela reflète une révolution peut-être dans les rapports nord-sud, donc entre l'ancien colon et les États africains? Mais c'est quelque chose d'extrêmement important, qu'on ne se contente pas des réparations, qu'on ne se contente pas du devoir de vérité et du devoir de mémoire. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La colonisation n'est plus là. L'esclavage n'est plus là. Mais est-ce que nos pays ne continuent pas encore par être exploités par d'autres pays qu'on appelle puissance? Mais est-ce que cela peut avoir un impact sur les rapports contemporains aujourd'hui entre les deux continents? C'est tout le sens que ça doit avoir. Est-ce qu'on peut être là à réclamer des réparations à ceux qui ont exploité nos arrière-grands-parents pendant que nous-mêmes, nous acceptons d'être exploités? Il y a un problème de cohérence. Mais il faut qu'on accepte que nos pays retrouvent leur souveraineté économique, politique, diplomatique. Et c'est avec cette souveraineté même que ce combat va pouvoir aboutir. Parce que sinon, celui qui te tend la main, celui qui te soutient, si c'est lui que tu dois aller attaquer au tribunal, ça devient compliqué. Il faut qu'on puisse avoir notre propre souveraineté. Et ça commence par le fait que dans nos pays aujourd'hui, quand nos pays ont des richesses, quand on les exploite, que nous soyons les premiers à en profiter, au lieu d'être les derniers à en profiter, comme ça se fait actuellement. Parce que sinon, également, nos arrière-petits-enfants viendront demander un procès pour un remboursement. Le soutien conjoint de l'Union africaine et de la communauté des Caraïbes est inédit. Mais quelle importance cela revêt selon vous, cette alliance? Le soutien est important parce que je parlais de souveraineté tout à l'heure. Un pays, deux pays, trois pays, si c'est eux seuls qui vont porter ce combat, je ne dis pas qu'ils ne le réussiront pas, mais il y aura des dizaines d'années avant que ce combat ne puisse réussir. Mais si l'Union africaine s'associe au combat, si on parvient à s'entendre sur un minimum, à parler d'une seule voix, il faut dire que les diasporas sont plus avancés que nous sur ces questions parce qu'eux, ils sont encore sur ce terrain où leurs parents, leurs ancêtres ont été exploités et ils continuent à subir une forme d'exploitation et de ségrégation là où ils sont, alors qu'ils n'avaient pas demandé à y aller. Ils sont plus sensibles que nous par rapport à ce combat-là. Quand on les voit, ils parlent, tu sens nettement que celui-là, il semble revivre ce que ses ancêtres avaient vécu, même si ce n'est pas exactement au même niveau. Mais quand on fait ce travail, Union africaine, diaspora africaine, on parvient sur le plan diplomatique, sur le plan du plaidoyer, à remettre cela sur la table, mais les gens seront obligés de nous écouter. Mais plus, ils seront obligés de nous entendre. Le Togo qui porte le projet s'apprête à co-organiser avec l'Union africaine dans 2 mois, précisément au mois de décembre prochain, le 9e congrès panafricain. Vous recommanderez des discussions, sinon une table ronde consacrée à la question des réparations à ce grand rendez-vous panafricain? Mais bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, les premiers panafricains, ils étaient dans le continent ou ils étaient en dehors du continent? Mais s'ils étaient en dehors du continent, c'est que c'est ce même problème dont nous parlons qui a fait qu'au lieu qu'ils soient sur le continent, on les a amenés ailleurs. Mais ça ramène le problème. Donc effectivement, on peut, lors d'une telle rencontre, poser le problème et essayer de mettre des spécialistes, parce que les politiques seuls ne le régleront pas. Il y a des aspects juridiques qu'il faut régler, il y a des aspects économiques qu'il va falloir régler, etc. Il y a des aspects historiques également. Il faut mettre des professionnels pour que chacun dans son domaine apporte ce qui va permettre d'être un dossier béton, comme on dit, qu'on posera sur la table de l'humanité en disant ce n'est pas une quête d'argent, nous ne sommes pas des mendiants. On parle de réparation. Si vous ne pouvez pas réparer, proposez-nous une alternative. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.